Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire du cabinet Hugo Lepage Avocat. Donc, ce webinaire s'inscrit, courte présentation du cycle des webinaires. Ensuite, on ira directement sur le webinaire de ce jour. Ce cycle de webinaires s'inscrit donc dans le cadre des réformes européennes en énergie et en environnement. Si Maître Corinne Lepage a décidé de faire ce webinaire, c'est justement eu égard à l'ampleur et à la diversité des nouvelles grandes réformes qui sont actuellement soit en cours de discussion encore, ou alors qui viennent d'être adoptées. Il nous a semblé utile de fournir donc cette analyse, d'autant plus que la plupart, ou même en fait l'entièreté de ces nouvelles réformes sont des matières qui sont traitées au sein du cabinet. Voilà pourquoi on a décidé de faire donc ce cycle de webinaire. Il s'agit de faire à chaque fois une analyse assez poussée, donc en 40-50 minutes sans compter les questions, de chacune de ces réformes, et vous pouvez revenir vers nous, nous poser toutes les questions que vous souhaitez, soit lors du webinaire, soit ensuite par mail. Le cabinet sera très réactif et on vous répondra. On répondra donc à chacune de vos interrogations. Concernant notre équipe, peut-être que vous voyez mieux comme ça. Bon, faisons comme ça. On a eu un bug avec le PowerPoint, donc je l'ai ouvert en PDF pour être tout à fait honnête. Donc concernant, voici l'équipe dédiée qui va vous présenter l'ensemble de ces webinaires. Margot Berthelard qui coordonne tous ces webinaires n'est pas présente, mais elle aurait pu figurer sur ces images. Petite question pratique pour rendre le webinaire le plus interactif possible. Je vous propose de poser toutes vos questions par écrit. Vous pouvez nous les envoyer tout au long du webinaire. Donc, dès maintenant, si vous avez des questions, vous allez les préparer, etc. On va essayer de faire une pause après une première partie. Et ensuite, on terminera également par un temps de questions aux alentours, après 40 minutes de présentation. Et également, donc, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez nous contacter par mail si jamais on n'aurait pas pu répondre à toutes vos interrogations aujourd'hui, ou si jamais d'autres interrogations vous sont venues ensuite. Donc, concernant le cycle de webinaire, les deux premiers qui ont eu lieu donc, sur la directive RED 3, sur la taxonomie et ses actes délégués qui sont parus récemment, et aujourd'hui, on va se concentrer sur la directive CSRD et ses actes délégués. C'est, comme on dit, les ESRS. Sur le sommaire, rapidement, hein, donc, on a décidé de faire un sommaire assez simple en 3 parties, avec une intro, le champ d'application, le calendrier d'application, qui est très complexe, donc utile à voir ensemble. Et ensuite, on va vraiment aller sur le reporting. Donc, c'est aller, je dirais, presque dans les coulisses, plus que dans le contenu, mais vous verrez la manière dont on va l'approcher. Sur la directive CSRD, donc, il faut savoir qu'il s'agit vraiment d'une des pièces maîtresses de la réglementation européenne en matière d'économie durable. L'idée de cette réglementation, c'est vraiment d'apporter de la transparence dans le monde économique. Si on devait vraiment la synthétiser en une phrase, ce serait celle-ci. Apporter une transparence dans le monde économique. Comment? En informant donc l'ensemble des parties prenantes, d'une part, des impacts que peut avoir l'entreprise, les activités de l'entreprise sur l'environnement, sur le social, et d'autre part, sur les risques et les opportunités que peuvent offrir justement, ou apporter l'environnement et le social sur les activités de l'entreprise. D'ores et déjà, cette dualité, on l'entend dans des termes techniques qui sont les termes employés par la directive, comme la double matérialité. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez évidemment entendu de cette notion de double matérialité, donc les impacts de l'activité de l'entreprise sur l'environnement social et vice-versa, inversement, les risques et opportunités de l'environnement et du social sur les activités de l'entreprise. On reviendra de toute manière un petit peu sur cette notion, pas tant que ça, parce que je pense qu'elle a déjà été énormément travaillée en doctrine, dès qu'on fait une recherche sur Internet, c'est sur ça qu'on tombe, donc on l'abordera, mais un petit peu pour la rappeler. La CSRD, elle s'inscrit dans un processus global de l'Union européenne en matière de réforme de l'économie durable, ce qu'on peut appeler l'économie durable. Donc, on l'a déjà cité, il y a le règlement taxonomie, évidemment, en 2020, qui est une classification de quelles sont les activités
activités qui peuvent être durables sur le plan environnemental, quelles sont, à contrario, les activités, donc les activités des entreprises qui ne le sont pas. Mais également, on a évidemment en cours de discussion en trilogue le projet de la proposition de directive sur le devoir de vigilance européen. On a également, qui est paru en 2019 si je ne m'abuse, le règlement SFDR qui est cette fois-ci qui impose des obligations de transparence, mais pour les entreprises financières, qui sera l'occasion de faire un autre cycle de webinaire ou en tout cas un autre webinaire sur ce sujet précisément. Donc, si vous êtes entreprise financière, sachez que le cabinet travaille également dans ces domaines et on pourra vous proposer des offres de formation. Et donc, cette directive CSRD. On parle souvent de la directive CSRD. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment pas seulement une seule directive. On a donc la directive qui a été adoptée en décembre 2022. C'est une directive qui vient modifier la directive comptable. On va en reparler, donc la directive 2013-34, notamment en modifiant les articles 19 bis, 29 bis, etc. Il faut savoir que le reporting extra-financier, le reporting durable, comme on l'appelle dorénavant, il n'est pas intervenu le 14 décembre 2022. Il existait bien avant. Alors déjà, en droit français, il existait depuis la loi NRE de 2001, qui a introduit un premier reporting en droit français. Mais en droit européen, on a la directive NFRD, Non-Financial Reporting Directive, de 2014, qui elle-même a inscrit donc ces articles 19 bis, 29 bis, etc. Donc, la directive CSRD elle-même, elle s'inscrit dans une continuité d'instruments législatifs européens. Et on est quand même dans un nouveau paradigme. Il y a un grand chamboulement, un grand bouleversement en matière de reporting qu'on n'appelle plus extra-financier, mais qu'on appelle désormais durable. Et c'est pour ça qu'on parle énormément de cette directive CSRD. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'en faire un webinaire à proprement parler. À terme, cette directive CSRD, elle couvrira près de 50 000 sociétés. 50 000 sociétés qu'elle couvrira directement, mais il faut savoir que l'ensemble des chaînes de valeur de chacune de ces sociétés va également être impacté. Parce que, comme on l'a dit, la directive CSRD, c'est un reporting durable que doivent faire ces entreprises. Ce reporting, il porte également sur les relations d'affaires, donc les autres entreprises, de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise elle-même soumise à la directive CSRD. Donc c'est pour ça qu'on parle également de bouleversement. La directive CSRD, deuxième point, sa transposition en droit français. Comme c'est une directive, elle doit être transposée. Elle le sera normalement aux alentours du 8 décembre 2023, peut-être avant, peut-être après, mais a priori avant. Ensuite, des actes délégués en droit européen. Ces actes délégués, on les appelle les normes d'information en matière de durabilité, ou en anglais ESRS, donc ce sont les fameux European Sustainability Reporting Standards. On va beaucoup en parler tout au long de ce webinaire. Et en plus, des guides non réglementaires qui ont été réalisés et qui sont en train d'être réalisés plutôt par l'EFRAG. On voit en fait qu'il y a une extraordinaire granularité. Et c'est ça qui ajoute en plus de la complexité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de directive CSRD, on parle de toutes ces normes et de tout leur contenu. Ici, on travaille donc avec ça, ce sont les ESRS. Donc, vous voyez l'ampleur des sujets que l'on doit aborder et qu'on doit résumer en 1 heure de webinaire. Donc tout ça pour vous dire l'extraordinaire granularité de cette directive CSRD. Ce webinaire se propose un peu comme une méthode pour vous permettre de naviguer à travers tous ces textes. Soit dit en parlant, oui, non, disons-le, pour vous permettre de vous accompagner, ou en tout cas d'essayer de vous accompagner.
Un petit point sur les différents acteurs. Donc, on a l'Union européenne, on a évidemment la Commission européenne et on a également, je l'ai déjà cité, les FRAG. Les FRAG, c'est le European Financial Reporting Advisory Group, donc en français le groupe consultatif européen sur l'information financière. C'est une association internationale sans but lucratif qui a été créée donc avec les encouragements de la Commission européenne et c'est elle qui a formulé les premiers projets de normes ESRS avant qu'elles soient donc mises en œuvre par, enfin, adoptées par la Commission européenne. Sur le calendrier d'adoption des actes délégués, j'espère que vous voyez bien. Donc, on a en 2023 un premier set de normes de SRS qui ont été prises. Il s'agissait des normes transversales dont on va parler, c'est celles que je vous ai montré imprimées. Au plus tard, au 30 juin 2024, devraient être prises également des actes délégués concernant les normes applicables aux PME. Également, initialement prévu au 30 juin 2024, mais vraisemblablement reporté au 30 juin 2026, les normes sectorielles, donc sont parues les normes transversales, vont paraître des normes sectorielles à chacun des secteurs. On pourrait penser cosmétiques, agriculture, etc. Donc des ESRS sectorielles qui vont paraître. Également les normes applicables aux entreprises des pays tiers. Parce que comme on va le voir, les entreprises de pays tiers, certaines d'entre elles, pays tiers de l'Union européenne, peuvent toutefois être soumises à la directive CSRD. Également, au plus tard, au 1er octobre 2026, les normes d'assurance limitée pour l'information en matière de durabilité et au 1er octobre 2028, les normes d'assurance raisonnables, éventuellement, pour l'information en matière de durabilité. Alors, ces normes d'assurance, c'est vrai que la traduction française peut être un tout petit peu complexe pour comprendre, mais il s'agit en fait du cadre dans lequel que vont devoir suivre les organismes de contrôle de chacun des rapports de durabilité. À noter que la France a choisi d'admettre les avocats comme organisme de contrôle. Sur le champ et sur le calendrier d'application, donc, on vous a fait, je vais essayer de zoomer, ah parfait, on vous a fait un petit schéma de synthèse pour bien comprendre à la fois le champ et le calendrier d'application, puisqu'on est sur une application donc progressive. Ce qu'il faut savoir, c'est que la directive CSRD, elle est vraiment fondée sur la directive comptable, c'est-à-dire qu'elle vient modifier la directive comptable, la directive donc 2013-34. Cette directive comptable, elle prévoyait notamment, elle classe les entreprises selon leur taille. On a donc les micro-entreprises qui sont moins de 350 000 euros de total de bilan, moins de 700 000 euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés. Après, on a les PME qui sont donc entre les chiffres que je viens de donner et 20 millions d'euros de total de bilan, 40 millions d'euros de total de chiffre d'affaires et inférieur à 250 salariés. Au-dessus de ça, on a les grandes entreprises. À noter que je crois que c'était le 17 octobre dernier, la Commission européenne a proposé de rehausser ces seuils pour tenir compte notamment de l'inflation. Donc désormais, enfin, éventuellement les seuils seront désormais de 50 millions de chiffre d'affaires et non plus de 40 millions, et de 25 millions pour le total de bilan et non plus de 20 millions. Mais tout ça, c'est noté sur ce graphique. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que dès 2025, donc pour l'exercice 2024, un premier reporting, enfin une première catégorie d'entreprises va être soumise à la directive CSRD, au reporting CSRD. Quelles entreprises sont-elles? Il s'agit des grandes entreprises cotées. On parle des entreprises qui sont d'ores et déjà soumises à la directive NFRD. Il s'agit donc des grandes entreprises cotées. Je le rappelle à nouveau les seuils d'une grande entreprise. Ici, donc, plus de 500 salariés, parce que la directive NFRD a décidé de fixer le seuil non pas à 250 salariés, mais à 500. Donc, 500 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires, 20 millions de total de bilan. En 2026, pour l'exercice 2025,
toutes les autres grandes entreprises européennes, cotées ou non. Toutes les autres grandes entreprises européennes, cotées ou non, c'est-à-dire toutes les entreprises qui seront cette fois-ci supérieures à 250 salariés ou plus de 40 millions de chiffre d'affaires et ou plus de 20 millions de chiffre d'affaires, ceux qui risquent donc d'être rehaussés. 2027, pour l'exercice 2026, toutes les PME cotées. Évidemment, ce n'est pas toutes les PME, mais c'est quand même les PME cotées, ce qui augmente, ce qui est là aussi en fait une énorme modification vis-à-vis de ce qui existait avant, c'est que désormais les PME vont également, certaines PME vont également devoir faire ce reporting, ce rapport de durabilité. Et en 2029, comme je le disais, donc pour les grandes entreprises non européennes, avec les chiffres d'affaires ici cités. Oui, voilà. Donc, j'ai rajouté ici quelques petites annotations, quelques petites remarques, notamment sur l'articulation avec l'article 8 du règlement taxonomie. Alors, il s'agit pas d'entrer dans les détails, dans tous les méandres, parce qu'on pourrait se perdre, mais simplement pour dire que le règlement taxonomie prévoit également de faire un reporting à son article 8, et l'application de ce reporting est lui-même fondée sur la directive comptable et donc la directive CSRD. Et j'ai rajouté en bas, je pense que vous pouvez voir en bas le calendrier d'application de ce même reporting taxonomie. On peut se référer notamment à une FAQ réalisée par la Commission européenne sur ce sujet. Voilà donc pour un tout premier point assez pratico-pratique, champ, calendrier d'application. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà des questions dessus avant de commencer sur le reste. Margot, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a des questions. Alors, une première question. Le champ d'application du projet de directive sur le devoir de vigilance européen est-il identique à celui de la CSRD? Ah, ça tombe bien, j'avais noté un truc. Alors, comme je le disais, la directive sur le devoir de vigilance, elle est encore en l'état de proposition. Donc, elle n'est pas définitive. On a eu plusieurs passes. On a eu donc la proposition faite par la Commission européenne. On a eu, et on en a beaucoup parlé en juin dernier, le texte adopté par le Parlement européen, qui a grandement changé, qui a apporté quand même énormément de modifications sur cette proposition de directive de devoir de vigilance. Notamment, on a eu une évolution sur le champ d'application. Donc le champ d'application n'est pas définitif. Si je regarde ce que j'ai noté pour le Parlement européen, pour le texte adopté dans sa version du Parlement européen, on serait sur donc 250 salariés et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, si je ne m'abuse. Donc on serait dans le scope à peu près de celui de la CSRD. En revanche, initialement, ce qui était prévu, c'était 500 salariés et 150 millions de chiffre d'affaires, donc bien au-dessus. Le texte est en négociation aujourd'hui, donc entre la Commission, le Parlement, le Conseil, et on pourra vous répondre peut-être dès qu'on aura, dès que la nouvelle version sera parue, on sera un peu plus fixé sur le champ d'application de la CSDDD, comme on appelle cette directive de devoir de vigilance, et donc du coup on pourra vous répondre pour savoir si c'est le même champ d'application que celui de la CSRD. Voilà. Alors, on a une autre question. Pouvez-vous répéter ce qu'est le FRAG? Alors le FRAG, c'est donc, je vais peut-être remonter. Ah oui, j'en avais simplement mentionné ici. Donc les FRAG, c'est pas une institution européenne à proprement parler, même si on pourrait presque dire que ça l'est. C'est un organe enfin c'est une association, bref, un groupe consultatif sur des questions financières et qui est désormais fait un énorme travail pour ce qui est des questions non financières ou de sustainability, donc de durabilité. C'est eux qui ont élaboré un premier projet
de normes ESRS, donc sur les fameuses normes transversales qui ont été publiées, je crois, c'était 31 juillet 2023, si je ne me trompe pas, par la Commission. Et c'est eux qui sont en train de plancher sur les normes d'information en matière de durabilité sectorielle, etc. Donc, leurs travaux sont, nous, on suit leurs travaux au quotidien. On a l'agenda de l'EFRAG et puis on essaie de regarder, parce qu'on peut regarder à chacune de leurs rencontres, de leurs réunions, on essaie de regarder et de suivre leurs travaux comme ça, parce que c'est vraiment très, très intéressant si on veut se tenir au courant de ce qui se fait sur la CSRD, de la mise en œuvre de la CSRD. Est-ce que c'est encore une... On a une autre question. Je crois qu'il est fait mention de la CSRD dans la loi Industrie verte. Si vous en avez connaissance, pouvez-vous nous en dire plus? En effet, alors déjà, il y a un webinaire qui est sorti la semaine dernière sur le projet, sur la loi Industrie verte, donc vous pouvez aller le visualiser pour plus d'informations, fait par le cabinet Hugues Lepage évidemment. Et je crois qu'il est fait mention, peut-être à d'autres endroits également, mais je crois qu'il est au moins fait mention de la CSRD pour les achats publics. Je crois que le gouvernement a habilité que le législateur a habilité le gouvernement à prendre une ordonnance sur les critères d'exclusion de la commande publique et éventuellement en incluant la CSRD. Donc, si en l'absence de rapport de durabilité CSRD, certaines entreprises pourraient être exclues des marchés publics. Donc, là encore, si ça venait à être réellement mis en œuvre, ce serait en fait, ça aurait un impact énorme pour un grand nombre d'entreprises qui dépendent de ces marchés publics. Voilà. Pas d'autres questions pour l'instant. Ok, pas d'autres questions. Donc du coup, pour continuer, pour aller dans le concret, concrètement sur ce reporting, hop, comme je le disais, le maître mot en termes de CSRD et encore plus en termes de reporting, c'est granularité. On a énormément de complexité. On a une complexité qui nous vient du vocabulaire qui est très technique, qui en réalité on peut dire parfois aride, mais pourtant il est impératif de se familiariser avec ce vocabulaire. Il y a une diversité, une pluralité des textes réglementaires, de guides qui évoluent tout le temps et il faut apprendre à naviguer avec. Et il y a donc cette notion de double matérialité dont je vais parler là. Ce que je vous ai mis ici, et que vous pourrez retrouver ensuite, c'est l'article, une partie de l'article 19 bis donc de cette CSRD, qui mentionne le fait, donc pour les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, à l'exception des micro-entreprises qui sont des entités d'intérêt public qui sont cotées, celles-ci doivent inclure dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de l'entreprise sur les questions de durabilité, premier point de la double matérialité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'entreprise. Deuxième point de la double matérialité. Mais quand on nous dit ça, on nous dit pas grand-chose. Et on comprend que les entreprises vont avoir du mal à réaliser un reporting de durabilité sur le fondement de ce paragraphe. Alors, ah oui, je vous avais mis un petit point sur un petit schéma pour comprendre ce qu'est la double matérialité, mais je vous laisserai aller le voir peut-être ensuite. On va directement aller, voilà, en concret. Donc oui, les entreprises peuvent avoir du mal à cerner ce qu'elles doivent faire, sur quel point elles doivent exercer un reporting seulement avec cet article. Alors, le paragraphe 2 de l'article 19 bis inclut également quelques dispositions. Il nous dit qu'une brève description du modèle commercial, de la stratégie d'entreprise doit être indiquée, une description également des objectifs assortis d'échéances, encore une description du rôle des organes d'administration, de direction, de surveillance. Donc ça, c'est sur les points de gouvernance qui sont très, très, très importants. Peut-être que j'en dirai un mot en conclusion. Une description des politiques de l'entreprise, etc. Une description. Alors, ça nous est utile, hein, c'est vraiment un bon guide, mais évidemment, on comprend que ça ne se suffit pas à soi-même. Et c'est pour cette raison que le législateur a
délégué la tâche à la Commission européenne de publier, d'adopter des actes délégués, donc les ESRS. Hop, ici, voilà. Voilà, ça, ce sont les normes ESRS qui ont été publiées cet été, donc sur les secteurs agnostiques, donc les normes transversales ESRS, avec à chaque fois plusieurs points, donc général, que vous pouvez voir ici, environnemental, ici, social et de gouvernance, à chaque fois qui vont être déclinés en plusieurs disclosure requirements et en plusieurs data points. Et on a ici, en fait, c'est pour ça qu'on termine avec, on parle de donc 82 disclosure requirements et j'ai marqué combien 1178 data points précis sur lesquels il doit être reporté. Ça, c'est le travail que fait donc la commission en publiant, en adoptant ces ESRS. Et on est également aidé, et là je veux le ouvrir, par les FRAG. C'est pour ça que je vous parlais d'une grande granularité. Hop, est-ce que ça marche? Si je fais ça, c'est plus simple. Ah, mais non, il faut que je sorte. Excusez-moi. Je pensais que ça allait être facile à faire. Voilà. Donc, les FRAG, qui est en train de publier un guide d'implémentation, donc un guide de mise en œuvre de la directive CSRD, enfin plutôt des ESRS, avec, à chaque fois, on le voit ici, l'ensemble des data points. Donc, voilà, c'est pour vous montrer en fait à quel point on est quand même sur du concret, sur les informations qu'il va falloir mentionner. Le projet que je vous montre, c'est un draft et on aura une version finalisée en novembre 2023. Je crois qu'il y a une réunion qui se tient de l'EFRAG le 15 novembre. Et à l'issue de cette réunion, on aura une version finalisée du guide de mise en œuvre et notamment de ce tableau Excel éventuellement. Donc voilà, tout ça pour vous dire à quel point on est sur une grande granularité, à quel point il y a une complexité, et à quel point aussi il faut, on ne peut pas se contenter de faire un petit reporting sur la base de ce que nous dit l'article 19 bis, l'article 29 bis. Comment fonctionne ce reporting? Alors, comme on l'a dit, il y a énormément de data points, comme on l'a vu également. Il a été jugé trop complexe pour les entreprises si elles devaient à chaque fois faire un reporting sur l'ensemble de ces data points. Donc du coup, la stratégie qui a été validée, qui a été adoptée, c'est de faire une procédure préalable d'évaluation de la double matérialité. En anglais, vous verrez souvent ce terme-là, on parle de materiality assessment. Donc on a, pour résumer, une procédure préalable qui va nous permettre de déterminer quelles sont les questions de durabilité, donc quels sont les, entre guillemets, les data points sur lesquels l'entreprise va devoir réaliser son reporting. Quelle est cette procédure? Quelle est cette procédure? C'est une procédure, déjà ce qu'il faut dire, c'est que les ESRS ne fixent pas une procédure réglementaire que toutes les entreprises devraient suivre. Non, il a plutôt été décidé de fixer des exigences minimales dans la procédure d'évaluation de l'importance, dans la materiality assessment, et à chaque entreprise, si elle le désire, de créer sa procédure. Parce qu'en effet, en fait, on parle de 50 000 entreprises qui font complètement différentes, qui ont différentes activités. Il n'a pas jugé opportun d'encadrer tout ça dans un cadre très rigide de procédure qui collerait peut-être pas avec chacune des activités. Donc on a, sans je vais vous les citer un tout petit peu, mais sans rentrer dans le détail trop, ça va, il n'est que 30. On a donc dans l'ESRS, on va avoir une obligation de publier les informations suivantes, donc une description des méthodes et des hypothèses utilisées pour la procédure écrite, une vue d'ensemble de la procédure qui vise à identifier, à évaluer, à classer les incidences de l'entreprise sur la population et sur l'environnement,
notamment en expliquant la manière dont la procédure va se concentrer sur les activités, la manière dont elle va passer en revue les incidences de l'entreprise, le modèle d'affaires, etc., etc. Voilà, on a ces premières exigences-là. On va avoir, très important, une liste des questions de durabilité qui sont à inclure dans l'évaluation de l'importance, dans la Materiality Assessment. Le tableau, enfin, le graphique que vous voyez ici, c'est un graphique réalisé donc par l'EFRAG, il me semble, et c'est une illustration, donc un exemple de ce à quoi peut ressembler la procédure. Cet exemple, il est décliné, donc il inclut trois étapes, trois étapes. La première d'entre elles, et je vous propose d'aller un peu plus approfondir donc chacune de ces étapes parce que le Materiality Assessment, c'est vraiment l'un des points centraux de la directive CSRD et de ces ESRS. Donc, première étape, il s'agit vraiment ici, vous le voyez, c'est le point A, de comprendre le contexte de l'activité, des activités de l'entreprise. Comprendre le contexte, ça veut dire rechercher quelles sont les activités de l'entreprise. Évidemment, quelles sont les relations d'affaires de cette entreprise, la question du périmètre géographique, du périmètre réglementaire de l'entreprise. Donc, ça va être tant où est-ce que sont ces activités, mais également dans quel secteur se situent-elles, est-ce qu'elles sont soumises à des normes législatives, un cadre réglementaire en matière de droit de l'environnement, on va citer, mais droit de l'énergie, quels impacts en fait, vraiment dans quel secteur réglementaire se situe notre entreprise, quelles sont également les publications qui ont qui ont trait à ces différentes activités. Et en effet, il s'agit ici de pouvoir également identifier et cartographier les parties prenantes impactées. Alors ça, c'est la question des parties prenantes, en application vraiment de ce qu'on appelle la stakeholder theory, mise en pratique par l'Union européenne dorénavant et notamment au sein de cette CSRD. La question des parties prenantes impactées et des parties prenantes de manière générale, elle est très très importante au sein de la directive CSRD. J'en parlerai moins, moi, lors de ce webinaire. On a décidé de se concentrer déjà quand même sur la méthode, sur le fonctionnement, de pas trop en rajouter, mais il faut savoir que ce point-là est également très important. Si vous avez des questions, posez-les nous. Si vous voulez nous envoyer un mail ensuite, envoyez-nous un mail. Donc voilà, donc identifier, cartographier les parties prenantes impactées, notamment une proposition qui est faite, c'est les inciter à prendre part à l'évaluation de la double matérialité, l'évaluation de la double importance, par exemple en validant quelles sont les questions de durabilité, donc les items qui vont être finalement choisis, sur lesquels il va être finalement choisi d'exercer un reporting. Voici pour la première étape qui consiste donc à comprendre le contexte. Seconde étape que l'on voit ici en vert, étape B, qui est d'identifier les impacts, d'une part, donc les impacts des activités de l'entreprise sur l'environnement, sur le social, sur les populations, et d'autre part, d'identifier les risques et les opportunités du social, de l'environnement sur les activités de l'entreprise. L'idée ici, c'est vraiment concrètement de sortir toute une liste de ces impacts, éventuellement en utilisant la liste des questions de durabilité qui est précisée, je crois que je ne l'ai pas dit, à l'appendice A de l'ESR 1. Oui, pardon, à l'appendice A de l'ESR 1. Pour identifier, il y a deux approches qui sont mises en avant. La première, c'est une approche top-down. La seconde, c'est évidemment une approche bottom-up. Sur l'approche top-down, il s'agit de partir d'en haut, donc de partir de la liste des questions de durabilité qui est déterminée à l'appendice A
de partir de cette liste. Ah, mais d'ailleurs, je vous l'avais sorti, donc on peut peut-être aller la voir. Ce sera également, je pense que ça permettra d'être plus concret. Alors, question de durabilité, et moi, je cherche. Non. Non. Voilà, appendice A, exactement, c'est ça. Donc voilà. Donc là, on se trouve ici dans le SRS qui est paru donc cet été. Dans le ESRS, donc E1, dans l'appendice A. L'appendice A fixe une... Est-ce que je suis bien au bon endroit? Ah mince. Voilà. Ici, il nous fixe une liste des questions de durabilité qui sont à inclure dans l'évaluation de l'importance, dans l'évaluation donc de la double matérialité. Et voilà. Donc là, on va retrouver par thème, par sous-thème, par sous-sous-thème, là encore, on retrouve une forte granularité, toutes les questions qui peuvent impacter votre entreprise. Donc, une entreprise active dans le secteur de l'eau, par exemple une entreprise une industrie ou une entreprise, voilà, un fabricant de cosmétiques qui va avoir besoin d'une forte consommation d'eau pour créer son cosmétique, pour créer son huile essentielle, disons ça. Et bien voilà, si elle part d'une approche top-down, elle part de cette liste et elle se dit eau, oui, eau, on utilise de l'eau. Ah, il y a un point consommation d'eau, il y a aussi un point rejet des eaux, ce qui est très important pour une entreprise en cosmétique. Ah oui, ça, il y a un point. En biodiversité, bah, quand même, puisque c'est des huiles essentielles, donc du coup, la lavande, nous, on en a besoin, donc, et elle pousse, donc on la rachète. Donc oui, on peut avoir un impact sur la biodiversité. Économie circulaire, bah oui, évidemment, puisque l'huile essentielle, elle est dans le marketing, le packaging de notre huile essentielle, est-ce qu'il est jetable, est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il est recyclable, etc. Donc voilà, ça va être l'approche top-down qu'on peut avoir. Sur l'approche bottom-up, en fait, on la comprend également assez facilement. Il s'agit vraiment de se poser sur... je vais revenir à une autre. Il s'agit vraiment de faire un audit des activités de l'entreprise. Et à partir de cet audit, de voir quelles sont les questions de durabilité qui peuvent être impactées. Voici pour l'étape 2. L'étape 3, maintenant, il s'agit de réaliser en bonne et due forme cette évaluation de double matérialité. Avec, donc, en prenant tout d'abord évaluation de matérialité, donc évaluation de l'impact des activités de l'entreprise sur les questions de durabilité qu'on aura préalablement listées. Donc, comme je l'ai dit, pour reprendre cet exemple de ce fabricant d'huiles essentielles, eh bien, il va pouvoir se dire, moi j'ai noté eau, j'ai noté consommation d'eau, je vais aller voir les data points précis de l'ESRS, je ne sais plus laquelle, ESRS E3, sur ressources aquatiques et marines, et je vais voir les data points qui m'intéressent relativement à la consommation d'eau et je vais y répondre. Pareil pour la Financial Materiality Assessment, qui est donc l'évaluation des risques et des opportunités, des questions de durabilité sur les activités de l'entreprise. Ça permet à cette entreprise de pouvoir faire de réaliser son évaluation de double matérialité, de savoir sur quel point elle va devoir donc faire ce reporting. Voilà. Des points dont on voulait vous parler, plus précisément qui sont mentionnés à la fois dans la directive, puis dans le SRS et également dans les guides de mise en œuvre de l'EFRAG, c'est en premier point sur la chaîne de valeur. C'est un point qui est quand même assez essentiel, qui permet de déterminer pour une entreprise quel est le scope de son reporting. Donc, dès la directive CSRD, au sein des considérants, on nous parle du fait que les informations en matière de durabilité qui sont publiées devraient également pouvoir contenir des informations sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, y compris ses propres opérations, mais y compris aussi ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement. Donc, si vous vous posiez la question, oui, la chaîne d'approvisionnement, elle est également incluse.
Alors, après, on nous met évidemment, enfin, pas évidemment, mais on nous met quand même des points sur le calendrier d'application avec un report ou une application facilitée pour les 3 premières années. Vous pourrez aller voir les textes qui sont ici mentionnés pour plus de détails là-dessus, au sein des considérants, mais également au sein donc, de l'article 19 bis et 29 bis, 2.f. Et là, je remonte. Voilà, 2.f. On nous est demandé également ici une description des principales incidences négatives, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient potentielles, liées aux propres activités de l'entreprise, évidemment, et à sa chaîne de valeur, y compris ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement. Voilà. Voilà. Ici, on peut voir dans le ESRS S2 plus de précisions sur les points à reporter par rapport au travail aux travailleurs dans la chaîne de valeur, qui seront sans doute précisés par les normes sectorielles, le SRS sectoriel. Ce que l'on peut dire, et c'est ce qu'on trouve dans les exigences de l'ESRS E1, c'est d'une part, je les ai listés ici, vous pourrez y revenir, qu'il y a une nécessité donc de publier des informations sur les incidences, je l'ai déjà dit donc, sur ses relations diverses, directes et indirectes en aval, et en amont sur sa chaîne de valeur, qu'il n'est pas exigé d'informations sur chacun des acteurs de la chaîne de valeur, voilà, ça il faut savoir, mais seulement sur les maillons de la chaîne de valeur pour lesquels la question de durabilité est importante. Ça aussi, ça peut être inclus dans l'évaluation de matérialité dont j'ai précédemment parlé. Également un point important qui est noté dans ces ESRS, c'est que, assez pratique, enfin assez, non pas pratique, mais assez centré, en prenant en compte en tout cas la pratique, c'est que lorsque l'entreprise n'a pas la capacité de contrôler les activités de sa chaîne de valeur en amont et en aval, elle peut indiquer ne pas être en mesure de le faire. Néanmoins, elle doit montrer avoir raisonnablement essayé de le faire. On verra ce que ça signifie en pratique. Et en de pareils cas, elle peut réaliser ou se limiter à une estimation à l'aide de moyennes sectorielles ou d'approximations notamment. C'est un point qu'il faut savoir. Oui, c'est un point qu'il faut savoir. On arrive à un point important, à mon sens, à notre sens, qui est central de cette directive, c'est la question du contrôle, du rapport de durabilité, ou plutôt on parle ici d'audit de ce rapport et d'avis d'assurance. Je vous ai noté tout à l'heure, on va remonter un tout petit peu, bon, je vous le montrerai peut-être après, mais donc oui, un contrôle peut être effectué soit par un commissaire aux comptes ou par un prestataire de services d'assurance indépendant, qu'on appelle les PSAI, qui peuvent être des avocats. C'est ce que on n'a pas encore le texte de la transposition en droit français de la directive CSRD, mais on nous a déjà informé que les avocats seront, en tant que PSAI, pourront réaliser ce contrôle, pourront réaliser cet audit. Qu'est-ce qu'il en est précisément? On parle de l'émission d'un avis d'assurance. Et ça, c'est un point qui est mentionné à l'article 34 de la directive comptable tel que modifié, tel que modifié par la CSRD. Alors, émission d'un avis d'assurance, la question, elle s'est posée à la lecture du texte en droit français. Si c'était une obligation, en effet, on a marqué à l'article 34 1.a bis que l'émission d'un avis d'assurance pouvait être faite s'il y a lieu. Non, était à faire s'il y a lieu. Cette question du s'il y a lieu, en fait, elle interrogeait. On se demandait est-ce que ça veut dire s'il y a lieu, est-ce que ça veut dire si l'entreprise le décide. Il s'avère que quand on regarde la traduction en droit anglais, donc qui est la version originale, le droit anglais nous parle de where applicable, ce qui précise et ce qui nous permet en fait de trancher dans un sens, c'est where applicable, c'est-à-dire que dès lors que l'entreprise est soumise à la CSRD, alors l'obligation d'un avis d'assurance est nécessaire.
l'émission d'un avis d'assurance est nécessaire. Dans un premier temps, cet avis d'assurance, il pourra se réaliser avec un niveau d'assurance qu'on appelle limité, modéré. Et ça, la Commission européenne doit adopter le cadre juridique de ces normes d'assurance limitée au plus tard au 1er octobre 2026. C'est ce que nous dit, je cite ici la Commission, qui nous dit qu'elle doit adopter des normes d'assurance définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes ou le ou les cabinets d'audit doivent suivre pour tirer les conclusions relatives à l'assurance. Donc ça va être vraiment le cadre juridique de la procédure du contrôleur. Au plus tard, donc 1er octobre 2026. En attendant, ce qu'il faut dire, c'est que le H3C, qui va bientôt devenir, avec la transposition en droit français de la directive CSRD, le H2A, si je me trompe pas, a publié des lignes directrices en juin 2023 en attendant ces lignes directrices de la Commission européenne. Donc on peut déjà céder de ces lignes directrices pour réaliser cette assurance. Dans un second temps, éventuellement, il y aura un passage à un niveau d'assurance raisonnable. Tout ça, là, on parle vraiment de termes comptables, de termes financiers qui ont été finalement transposés à la matière de la durabilité. Et c'est vraiment là qu'on voit que le droit de la durabilité, comme on peut le marquer, se précise, devient de plus en plus rigoureux et tend à pouvoir être assimilé au droit financier. Donc, pardon pour cette petite parenthèse, mais donc, dans un second temps, on aura un passage à un niveau d'assurance raisonnable à compter de fin 2028, puisque la Commission européenne, après avoir évalué si c'était nécessaire, publiera éventuellement donc des normes d'assurance raisonnables au plus tard le 1er octobre 2028. Alors, un petit point qui est important sur les sanctions, ce qu'il faut dire, c'est que les sanctions, la directive CSRD laisse aux États membres le soin de définir des sanctions. On n'a évidemment pas encore le texte de transposition, comme j'ai pu le dire déjà à maintes reprises, donc du coup, on ne sait pas ce qu'elles sont précisément. On pourra se reporter aux sanctions qui sont déjà prévues par le Code de commerce pour la directive donc, NFRD, donc la déclaration de performance extra-financière. Je pense que tout le monde sait ici ce qu'est cette DPEF. N'hésitez pas à me poser des questions le cas échéant, mais bon, on a préféré ne pas y revenir, sinon on n'aurait jamais eu le temps de parler de tout. Ce qu'on peut dire, c'est également en droit des affaires, c'est que finalement le défaut d'établissement du rapport de gestion est puni d'une amende de 9 000 €. Or, le rapport de durabilité est intégré au rapport de gestion, donc par voie de conséquence, le défaut d'établissement du rapport de durabilité pourrait être puni également de cette même amende. Pareil pour la question du défaut de soumettre à l'approbation de l'AGO ce rapport de gestion. On aurait pu aller plus précisément là encore. N'hésitez pas à nous poser toutes les interrogations que vous auriez. Et pour terminer, parce que là, donc, durant ces 3 quarts d'heure, on a parlé du calendrier d'application, du fonctionnement précis de la méthode. J'espère dorénavant que vous pourrez un peu mieux naviguer au sein de cette directive CSRD. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire, mais je ne pouvais pas faire ce webinaire sans présenter rapidement quels étaient les différents points, quelles étaient les différentes normes transversales, normes d'information transversales en matière de durabilité qui ont été adoptées donc, à l'été 2023. Donc rapidement, on a différentes thématiques. Changement climatique en premier lieu, pollution ensuite, ressources hydriques et marines, biodiversité et économie circulaire. En plus des normes générales dont j'ai pu un peu mentionner, donc dont j'ai pu parler lors de ce webinaire,
Les points importants sur lesquels il s'agit de reporter, ils sont marqués ici. Vous pourrez y revenir lorsqu'on vous enverra donc ce PowerPoint. Un point intéressant, c'est quand même la question de la plan de transition pour l'atténuation des changements climatiques. Je vous ai marqué ici précisément ce que ça implique. Ça implique notamment une explication de la manière dont les cibles de réduction des émissions de GES de l'entreprise sont compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degré, etc., etc. Donc, on voit en fait à quel point on entre dans une précision pour ces objectifs de transparence. Et l'objectif réel, c'est de revenir vers une économie qui soit durable. Et l'idée, le raisonnement qui a été suivi, c'est que une économie ne peut être durable que si elle est transparente. C'est l'un des préalables. Le préalable à une économie durable, ça va être la transparence de différents acteurs économiques. C'est une nécessité, ce ne sera pas suffisant, et c'est d'ailleurs pour ça que le règlement taxonomie a été pris, qui permet de déterminer quelles sont les entreprises durables sur le plan environnemental et de réorienter les investissements vers ces activités-là, et donc à terme d'être un réel levier financier pour mettre en avant cette économie plus durable. Mais cette directive CSRD, elle permet donc cette transparence. Autre point d'utilité de cette transparence, évidemment utile pour les parties prenantes que sont les consommateurs, que sont les associations environnementales, que sont les syndicats de travailleurs. Donc on a vraiment une importance pour les consommateurs, nous, petits consommateurs des entreprises, clients des entreprises, tout le cadre du droit du travail va être impliqué, les relations collectives de travail et évidemment la thématique de l'environnement. Ces trois points, donc ces trois parties prenantes sont importantes et également une partie prenante dont on doit parler, ce sont les financeurs. Et les financeurs, ils ont besoin de ces informations pour pouvoir orienter ensuite les épargnants vers des fonds, vers des fonds plus durables. Voilà pour ces éléments-là. Je voulais un peu en parler en quelque sorte en guise de conclusion. En guise de conclusion, je sais peut-être, est-ce que Margot, il y a des questions? Autrement, oui, il y a des questions. Oui. Quelle heure il est? 55. Oui, bon, on va passer rapidement aux questions et vous pourrez retrouver sur le PowerPoint, donc de manière plus précise, les différents disclosure requirements et data points qui sont prévus dans le SRS qui a été publié à l'été 2023. Voilà, Margot. Alors, une première question, quelle est la composition de l'EFRAG? Est-ce une instance neutre et impartiale? Oh, excellente question. Alors, évidemment, la composition précise de l'EFRAG, je ne l'ai pas. Par contre, vous pouvez aller sur le site. Eux l'ont. Donc, eux mentionnent les différentes parties qui sont parties de l'EFRAG. Il s'agit d'un organe consultatif qui regroupe à la fois des parties donc, économiques du secteur et beaucoup aussi des parties je dirais de la doctrine ou de la théorie. Donc, c'est à la fois des praticiens et d'autres parties prenantes. Et je crois, peut-être que à vérifier, mais je crois aussi qu'il y a qu'on trouve des parties prenantes, donc ONG, etc. Ce reporting s'accompagne-t-il d'un plan d'action revu périodiquement? Oui. On est sur un reporting en fait qui est à faire de manière annuelle. Donc déjà, on a comment dire une comparabilité avec l'année N+1, l'année N+2, l'année N+3, etc. Donc là, on peut avoir ça. En termes de plan d'action, on va avoir des objectifs fixés au sein de la directive CSRD. Donc, une obligation de reporter, donc de transmettre certaines cibles. Par exemple, ici sur mon écran, on voit les cibles liées à la biodiversité, etc., avec des métriques.
Néanmoins, si on s'attache à la question plus d'un plan d'action, il faut se tourner, là pour le coup, sur la directive sur le devoir de vigilance. Qui là, on est sur une nécessité de mettre en place un plan de vigilance sur ces différents points. Très bien. Ces données, plans et procédures seront-elles publiques? C'est vrai, j'aurais pu le mentionner. Évidemment, le reporting sera ensuite à publier. Alors, quid de l'interopérabilité des ESRS avec les normes type Global Reporting Initiative? Très intéressant. Alors, en effet, et ici on parle dans le cadre de la directive CSRD d'une voie réglementaire qui s'impose aux entreprises qui sont soumises. On en a déjà parlé. Il existe d'ores et déjà plusieurs cadres de reporting volontaires. On parle souvent du GRI, on parle également de l'ISSB, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les ESRS ont été réalisés, ils se sont vraiment posés, appuyés sur les cadres de reporting existants. Donc les cadres de reporting du GRI, je crois que ça a même été l'un des points de référence pour réaliser les ESRS. Ensuite, pour l'ISSB, sur le climat, il y a eu, je crois que c'est des normes qui sont réalisées en parallèle, il y a eu des discussions entre les deux. Et donc, on a une certaine interopérabilité, excusez-moi, entre ces différents standards. Même si les ESRS et la directive CSRD a vraiment rehaussé le seuil. On joue dorénavant dans une autre catégorie, notamment eu égard à cette double matérialité par rapport à la single matérialité prônée par notamment les modèles américains. Et une dernière question, sur quoi porteront les normes sectorielles de la CSRD? J'en ai pas parlé, je vais revenir. Donc, peut-être parce que après 1 heure de webinaire, les gens peuvent nous avoir perdus. Voilà. Les normes sectorielles de la CSRD, donc c'est celles qui sont ici à venir. Donc, normalement, à l'origine, initialement, elles étaient prévues pour 2024. Elles ont été repoussées à 2026, vraisemblablement. Ces normes sectorielles, je crois que j'avais noté ça quelque part. Voilà. Les FRAG travaillaient sur des projets de normes pour les transmettre à la commission qui les adopterait. Les FRAG a stoppé son travail pour se prioriser sur les normes transversales notamment. Les travaux vont reprendre. Je crois que les secteurs qui sont pour le moment indiqués, ce sont les secteurs suivants. Alors, oil and gas, donc pétrole, gaz, extraction minière, charbon, transport par voie routière, c'est ce que je comprends, road transports, agriculture et pêche, véhicules motorisés, production d'énergie et installation, food and beverage, donc food, tout ce qui est à l'alimentation, boisson, et enfin textile, les accessoires, footwear, donc textile aussi, et également bijoux, le secteur des bijoux, la bijouterie. Donc voilà les secteurs sur lesquels les FRAG indiquent avoir travaillé ou être sur le point de travailler. Peut-être qu'il y en aura d'autres. On imagine, je parlais du cosmétique tout à l'heure éventuellement, mais sur d'autres normes sectorielles, elles auront un intérêt, elles auront vraiment un grand intérêt parce qu'elles permettront de catégoriser. Chaque entreprise pourra prendre référence sur les normes spécifiques à son secteur. Il y aura une clarification qui sera faite à ce moment-là. Ce sera peut-être plus simple d'ailleurs aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Est-ce qu'il y a une autre question qui a pu être posée? Oui, il y a eu une autre question. Les normes EFRAG n'étant pas réglementaires, est-il possible de ne pas les suivre? Oui. Alors les normes. Alors,
L'EFRAG a réalisé donc un projet de norme qui a ensuite été adopté sous la forme des actes délégués ESRS qu'on voit ici. Donc ça, c'est les actes délégués ESRS. Ceux-là les entreprises doivent s'y conformer. À côté de ça, l'EFRAG réalise des guides de mise en œuvre. Les guides de mise en œuvre ici. Et ces guides-là, il y en a un donc pour la mise en œuvre de la Materiality Assessment. Il y en a un également à venir pour la chaîne de valeur notamment, entre autres. Ces guides-là, ce sont que des guides, donc ils n'ont pas vocation à avoir pouvoir réglementaire. Est-ce que c'était la dernière question? C'était la dernière question. Ok, oui. Très bien. Et bon, écoutez, nous vous remercions. Encore une fois, la directive CSRD, c'est une directive qui est assez complexe, qu'il faut en tout cas digérer, il faut travailler dessus, mais c'est une directive que les entreprises doivent prendre vraiment avec joie, ou en tout cas la considérer comme une grande opportunité. Nous, les entreprises avec lesquelles on travaille, les équipes, en tout cas, elles sont heureuses, elles ont l'air, quand elles viennent nous voir, heureuses de travailler sur ces nouveaux sujets. Parce que enfin, on a l'impression qu'on va pouvoir se diriger vers ce qu'on appelle une économie durable, une économie donc transparente, donc durable. Voilà, je voulais terminer sur ces mots et nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire qui se déroulera donc la semaine prochaine, il me semble, et qui portera sur la réforme du marché européen de l'électricité, présenté par mes confrères Pauline Morus et Guillaume Cornu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.